Les secouristes tentent d'aller chercher ceux qui sont bloqués avec des pénuries d'eau et de nourriture qui commencent. À 2 jours de la demi-finale, nous sommes dans une commune franco-belge coupée en deux par la frontière, des habitants en plein dilemme, mais qui promettent évidemment un match fair-play. Et puis en ce début de vacances, notre zoo nous emmènera en Auvergne sur la route du château. Vous verrez comment leurs propriétaires se battent au quotidien pour entretenir et garder ce bâtiment. Profiter d'une fenêtre qui ne se représentera peut-être pas. L'année dernière, les sauveteurs thaïlandais ont décidé de commencer l'évacuation des enfants coincés dans la grotte. Ils vont donc être sortis un par un, escortés chacun de 2 plongeurs, car ce qui les attend est extrêmement délicat. Des sections entières sont totalement sous une eau trouble comme du café au lait, selon les mots d'un des secouristes, Marie Croxel. Le niveau d'eau dans la grotte et les conditions météo ont emporté la décision. Même risqué, l'opération de sauvetage a débuté à 5 heures ce matin. C'était maintenant ou jamais. Le niveau de l'eau est à son plus bas. Hier, il avait baissé de 30 cm. Il est donc à son plus bas niveau depuis 10 jours. Quant à la météo, une nouvelle tempête arrive. Si nous attendons, la pluie va faire remonter l'eau et on va faire du temps à pomper. Il faut donc agir maintenant. Au-dessus de la grotte, une large zone est évacuée. Tout le monde priait de plier bagages. Partez maintenant, s'il vous plaît. Il faudra sans doute 2-3 jours pour mener à bien l'opération, car les 12 plongeurs et leur entraîneur sortiront un à un, chacun escorté de 2 plongeurs. Jusque-là, il fallait 5 heures pour parcourir les 4 km jusqu'à la sortie de la grotte. L'extraction s'annonce complexe. Les professionnels identifient le premier obstacle, un typhon dans la zone des Pattaya Beach. Le passage du premier enfant fera figure de test. Oui, finalement, ça s'est bien passé. Et que donc, ils ont tout intérêt à tout de suite enchaîner le franchissement de toutes les personnes qui sont piégées derrière ce font. Ou alors, ils vont se dire, la stratégie de base, qui est de sortir ce premier enfant jusqu'à la surface. Et ensuite, on va attaquer l'opération pour le sauver. Un autre passage très étroit inquiète les sauveteurs. Un boyau qui nécessite des contorsions, le tout dans une eau trouble comme du café au lait. Un défi considérable pour ces jeunes. La professeure de 2 d'entre eux dit son admiration. Je suis fière de voir qu'ils se battent pour survivre. Ils sont capables de supporter cette épreuve car leur cœur et leur corps sont valiants. Non loin de la grotte, l'hôpital se prépare à accueillir les rescapés. Si tout se passe bien, un premier enfant pourrait sortir vers 16 heures, heure française. Et les prochaines heures vont être, on imagine, un supplice pour les familles. Vous l'entendiez, le premier des enfants pourrait sortir à l'air libre en milieu d'après-midi heure française avec l'angoisse aussi qu'ils ne parviennent pas à supporter la pression psychologique. On va tout de suite retrouver en direct notre envoyé spécial. Bonjour Alban, comment est vécue sur place cette attente insupportable qui a donc commencé la nuit dernière? Eh bien, cela fait maintenant 8 heures que l'opération de sauvetage a débuté et toute la Thaïlande retient son souffle. Ici, les autorités, les familles ainsi que les 1000 journalistes présents sur place n'hésitent pas à scruter le moindre nuage menaçant qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur cette évacuation. Car depuis ce matin et à plusieurs reprises, des pluies diluviennes de moussons se sont abattues et cela pourrait éventuellement entraîner une hausse du niveau de l'eau au sein de la cave. Alors bien entendu, tous les Thaïlandais espèrent un dénouement heureux d'ici ce soir ou demain. D'ailleurs à Bangkok, la capitale, une cinquantaine de moines bouddhistes ont organisé une grande prière pour porter chance, pour porter la foi aux secouristes qui sont en train de porter secours donc, aux jeunes adolescents dans la grotte. Et l'on a appris par les médias thaïlandais que le Premier ministre doit se rendre sur place d'ici demain en fin de matinée pour rencontrer les parents. Merci beaucoup Alban pour ces dernières informations. On va tout de suite partir maintenant au Japon où une autre course contre la montre est également en train de se jouer en raison là aussi des pluies diluviennes. Le bilan s'est alourdi à 57 morts et les sauveteurs tentent toujours d'évacuer les personnes bloquées par les torrents de boue. Pour les secouristes, il faut désormais élitreiller les sinistrés l'un après l'autre. Opération sauvetage dans un hôpital. 300 personnes, des nourrissons, des personnes âgées en fauteuil roulant se sont retrouvées ici piégées par l'eau.
Tout autour, d'autres habitants attendent inquiets que l'armée vienne les évacuer par bateau. Près de 50 000 militaires et pompiers tentent de sauver des vies. Difficile, car certains endroits sont inaccessibles. Tout est saccagé, comme le raconte cet homme. C'était la catastrophe. Je n'ai pu sauver qu'une personne. Des alertes au glissement de terrain se multiplient. Plus d'un quart des provinces du Japon est maintenant touchée, essentiellement le sud-ouest. Comme ici, près d'Hiroshima. Image impressionnante des dégâts après les passages d'énormes flots boueux. Ce quartier a été dévasté. Certains habitants ont quand même réussi à fuir. Ça fait 60 ans que je vis. Des habitants désemparés, sans moyens, face à l'ampleur des destructions, et souvent coupés du monde. Certaines voies ferroviaires sont totalement endommagées, et ces routes transformées en rivières de boue et de bois. En France, le congrès à Versailles prévu demain avec au stationnement au bras de fer politique. Emmanuel Macron voulait lancer sa deuxième année de quinquennat de la façon dont mais cela agace au plus haut point de nombreux parlementaires, soit de droite comme de gauche, certains dénoncent une posture monarchique. Amandine Atalaï. L'an dernier, pour la venue en grande pompe du président à Versailles, 55 parlementaires sur 925 manquaient à la fête. Demain, les absents devraient être un peu moins nombreux. Quelques parlementaires de droite et les élus de la France insoumise boycotteront le discours présidentiel. C'est cette suffisance, ce côté condescendant à l'égard de ses concitoyens qui est mis en exergue. Maintenant, c'est tous les gens qui sont convoqués à venir admirer sa splendeur. Macron premier, qui nous fait un discours comme d'habitude, franchement, qui sonne comme tout le reste du décor de Versailles, c'est du carton-pâte. Nous sommes en train de passer du président des riches au roi des riches, et je vais un peu caricaturer. Au sein même du camp d'Emmanuel Macron, de nombreux députés s'inquiètent, jugeant sa politique trop à droite. J'appelle un rééquilibrage de la politique menée depuis un an en faveur d'une politique sociale plus affirmée. Demande cet élu, La République en marche. Le président refuse l'idée d'un virage à gauche, mais devrait souligner face aux critiques ce qui a été fait et sera fait sur le social, avec les réformes à venir sur les aides publiques, l'hôpital ou la lutte contre la pauvreté, sans donner les détails des mesures. Ce discours intervient à un moment difficile, sa popularité s'érode et beaucoup de transformations n'ont pas encore produit leurs effets. Emmanuel Macron compte pourtant réaffirmer le cap et rappeler, explique l'Élysée, la cohérence de son action. Généralement, en termes de météo, les juilletistes prennent toujours plus de risques que les Aoussiens. Et bien cette année, ils n'ont pas à se plaindre. Regardez la carte des températures, toujours nettement au-dessus des normales de saison. À Nantes et à Bordeaux, 28 à Strasbourg ou encore 36 à Perpignan. Alors quand il fait chaud, un conseil, bien s'hydrater, l'occasion pour nous de revenir. Se développe la tendance de l'eau en vrac, une eau du robinet filtrée et qui devient une vraie alternative écologique, même pour les restaurateurs. Reportage Antoine Delcourt, David Toby et Antoine Toby. C'est un restaurant gastronomique où l'eau minérale en bouteille part. À la place, de l'eau du robinet, filtrée par cette fontaine, et facturée 3 € le litre. Surprenant la première fois, mais les clients se sont habitués. Elle est fraîche à chaque fois, elle a bon goût, hein, on n'a pas l'impression que c'est une eau. C'est pas une eau qui vient du robinet, ils sont bien présentés les bouteilles, enfin, au niveau du packaging et tout ça, on voit pas la différence en fait. Pas de chlore, pas de calcaire, le système de filtrage est perfectionné, il coûte plus de 600 € par mois. Les bouteilles et les bouchons qui touchent à l'eau est vérifié et donc certifié tous les mois. De l'eau du robinet sans arrière-goût, c'est aujourd'hui la promesse des dispositifs de filtrage. Chaque année, il s'en vend plus d'1 million en grande surface. Face à cet engouement, les entreprises innovent. Dans cette épicerie, les clients reviennent à chaque fois avec les mêmes bouteilles en plastique et les remplissent dans cette fontaine avec système intégré de filtrage. Le but, ne plus jeter à la poubelle. Les prévisions, c'est que nous allons remplir 10 millions de bouteilles.
Donc vous imaginez, vous divisez par 100 les déchets, donc au lieu d'avoir 10 millions de bouteilles jetables, on aura 100 000 bouteilles en circulation. L'avantage est aussi économique, 30 centimes d'euros le litre et demi d'eau plate, c'est 3 fois moins qu'une eau minérale en grande surface. Alors, acheter de l'eau en bouteille vaut-il encore le coup? Pour cet expert, c'est une question de sensibilité. La filtration va finalement soit apporter des minéraux, apporter du chlore aussi, soit en enlever. Et donc si on surfiltre, on va avoir une eau plus distillée qui est moins bonne. Il ne fait pas, aujourd'hui, 2 tiers des Français boivent de l'eau du robinet. Ils y ont cru jusqu'au bout. Les Russes auraient tellement aimé disputer une demi-finale dans leur Coupe du Monde, mais les impitoyables de tir au but en ont décidé. Autrement, la Skornaïa s'est parfumée face aux Croates hier soir. Ils ont réussi d'être allés plus loin pour un Un coup sur les supporters russes, dans le stade de Sochi, devant les écrans, un peu partout dans le pays. Ils avaient fini par croire dans la bonne étoile de leur équipe nationale. Nous les avons encouragés jusqu'à la fin. Je suis tellement émue, submergée par l'émotion. Honnêtement, je pleurais. Pendant 3 semaines, tout un pays s'est pris de passion pour son équipe. Et hier soir encore, elle a bien failli créer l'exploit contre la Croatie. Elle a même mené au score. Les gens non seulement ont commencé à nous faire confiance, mais ils ont commencé à nous élire. Le pays tout entier nous aime à présent. Les ballerines du ballet de Saint-Pétersbourg n'en perdent pas une miette. Elles vont voir la Croatie, revenir au score, puis prendre l'avantage en prolongation. Mais dans les dernières secondes, l'espoir revient. L'espoir d'une victoire au tir au but, comme contre l'Espagne au tour précédent. Espoir de courte durée. La belle histoire s'arrête là, pour la Russie. Nous sommes fiers de notre pays, ils ont montré leur niveau. Ils savent jouer au football, ils l'ont montré au monde entier. Bravo! Bravo! Et ils ont aussi montré qu'on pouvait déjouer les pronostics. La Russie était l'équipe la plus mal classée de cette Coupe du Monde. Et voilà maintenant une équipe qui croit de plus en plus en ses chances. La finale, les Bleus l'ont tous en tête, même s'ils ne le disent pas toujours, car il va d'abord falloir gagner la demi-finale face à la Belgique. Hier, les joueurs de Didier Deschamps, vous le voyez, ont fait quelques exercices en salle. Ce matin, ils se sont fait chouchouter par l'équipe médicale après avoir regardé religieusement Téléfoot et ils sont on ne peut plus confiants. Écoutez-les. On a été impressionnant de Messi contre l'Uruguay où on leur a laissé des miettes et c'est l'objectif contre les Belges. Les joueurs sont dans les meilleurs clubs européens, donc c'est pas, sans faire de jeu de mots, c'est pas par hasard qu'ils sont là. Ils ont surtout ils méritent leur place en demi-finale. Bonjour Jean-Marie, on l'a entendu, les Bleus sont confiants, sereins. Quelle image ont-ils exactement de leurs futurs adversaires de ces Diables Rouges? On a peur de personne. C'est la réponse de Benjamin Pavard quand on lui parle de cette équipe de Belgique et de tout ce talent. Alors j'ai eu la chance d'interviewer le jeune défenseur français. Ce matin, je peux vous dire qu'on sent chez lui cette excitation, cette impatience de jouer cette demi-finale. Même tonalité chez Olivier Giroud, vous venez de l'entendre. Lui connaît très bien Thibaut Courtois, le gardien de but de la Belgique. C'est son coéquipier en club et il nous a dit qu'il avait l'habitude de lui marquer plein de buts à l'entraînement. Alors vous voyez, hein, pas de stress, pas de crainte chez les Bleus, ils sont plutôt confiants et on l'a appris ce matin, ils vont reverser une partie de leur prime à des associations caritatives. Le montant de cette prime de qualification pour les demi-finales s'élevait à 150 000 € par joueur. S'ils vont jusqu'en finale, ce bonus atteindra 200 000 €. Merci beaucoup Jean-Marie pour parler de hier de l'ambiance de l'étrange, forcément à la frontière franco-belge. Elle est encore plus dans les communes, carrément coupée en deux, avec un trottoir en France et un autre en Belgique. Le match de mardi va être pour les habitants un déchirement, mais promis. Nato et Soufiane. On quitte Armentières en France et on arrive au Bivet en Belgique. Ici, la proximité géographique, on va devoir demander, on va jamais savoir qui est français, qui est belge. Et la nationalité, ça ne prédétermine pas forcément l'équipe qu'on supporte. Enfin bref, c'est compliqué, vous allez voir. Ça va être question difficile pour moi.
comme je suis marié avec une Belge, maintenant, je vais dire quand même la Belgique.